Alors cette semaine, en discutant avec des entrepreneurs, je me suis rendu compte que un mois après la rentrée, ça bouillonnait déjà dans leur tête. Vous me direz, c'est normal hein, pour des entrepreneurs, il y a toujours des idées qui foisonnent. Mais là, c'était des idées de nouveaux projets, de processus à revoir, des nouveaux clients à aller servir ou des soirées de réseautage. Euh, donc, des pensées très, très riches. Mais lorsque j'ai interrogé les résultats, sur le concret de ces idées, on s'est rendu compte assez rapidement qu'au final, très peu de ces idées, de ces projets se matérialisaient, alors que l'entrepreneur lui-même se sentait déjà débordé et épuisé. La question qui a surgi assez instinctivement, c'est du coup, pourquoi très peu de leurs idées se matérialisent alors qu'ils se sentent épuisés et pensent eux-mêmes être dans l'action? Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, la première piste de réflexion ou de réponse, c'est les interruptions et le multitasking. Euh, Contrairement aux idées reçues, nous avons plusieurs fois conseillé de bannir le multitasking de nos habitudes. Pourquoi? Parce que bien qu'il ne représente que 2% de notre poids, notre cerveau consomme 20% de notre énergie. Et le phénomène qui demande un gros effort pour notre cerveau, c'est de décider, de choisir ou de commencer une nouvelle tâche. Pour faire ça, rapidement, le cerveau doit maintenir et entretenir et alimenter un environnement informationnel pour chaque décision ou chaque tâche qu'on pense faire en parallèle et basculer à chaque fois notre attention sur chacun de ces environnements. Du coup, le cerveau passe son temps et s'épuise à maintenir ces environnements et à basculer entre ces environnements sans jamais vraiment avancer sur les décisions ou sur les tâches qu'il doit prendre ou qu'il doit réaliser. On en a déjà parlé sur cette chaîne et je vous renvoie pour plus de détails vers le Neuroleadership Institute avec David Rock. Mais j'insiste, le multitasking dégrade sévèrement la productivité en faisant surchauffer et surconsommer le cerveau. La seconde piste de réflexion, c'est l'effet tunnel. Alors l'effet tunnel, qu'est-ce que c'est? L'effet tunnel, c'est toute situation dans laquelle notre attention est tellement focalisée sur un sujet, une idée, un objet ou un objectif, qu'il n'entend plus rien, enfin, qu'il n'entend plus ou ne voit plus les signaux dans son environnement qui devraient l'amener à modifier justement son comportement ou son approche. C'est-à-dire que tous les signaux d'alerte lui indiquant que on n'est plus vraiment en phase vers ce qu'on est en train de faire, on ne les perçoit plus. Et cette fixation de l'attention est telle qu'elle entraîne une fermeture mentale avec disparition de tout esprit critique. Et le pire, c'est que ce quasi-blocage, il n'est pas perçu. On ne le perçoit pas, on ne s'en rend pas compte. On s'enferme sans s'en rendre compte. Et plus l'environnement dans lequel on évolue est complexe, plus on a de chances de se faire happer justement par cet effet. Et ça nous arrive à tous, hein, tout le temps, avec des degrés, des profondeurs différents. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir se concentrer sur une tâche ou une idée tout en restant conscient de son environnement. Je vous renvoie, parce que c'est génial, vers ce qu'on appelait le test du gorille invisible. Vous verrez, c'est fascinant. Notre attention est très rapidement prise dans cet effet et on perçoit quasiment plus rien de l'environnement. Du coup, cet effet tunnel, il nous garde dans une illusion d'action, d'avancement vers notre objectif, alors qu'en réalité, on stagne, voire pire, on régresse. Et du coup, lorsqu'on associe ces deux phénomènes, donc le combo multitasking et effet tunnel, on a quelque chose d'assez explosif. On arrive dans une zone dangereuse puisqu'on est dans un état dans lequel nos décisions sont fortement biaisées, notre sens critique est désactivé et notre discernement est quasi inexistant.
on s'enferme quelque part dans une illusion que nos 10 000 projets qu'on a dans la tête et nos 10 000 idées, on avance, alors qu'au final, on n'avance pas et on s'épuise. Et l'image que je trouve très parlante, c'est une discipline en automoto qu'on appelle le drift. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette discipline, mais globalement, c'est une discipline dans laquelle les pilotes vont faire plein de dérapages, plein de bruit, plein de fumée, et vont vont essayer de mettre littéralement la mécanique en feu à force d'accélérer et de freiner en même temps. Et donc, ça donne plein de figures assez géniales, voire même, parfois, ils arrivent à créer toute cette fumée sans même avancer avec le véhicule. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on associe le multitasking et l'effet tunnel. Quelque part, on accélère et on freine en même temps, ce qui inévitablement conduit à des formes de burn-out sur le moyen terme, littéralement. Alors, une fois qu'on a constaté ces phénomènes, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Alors, la première suggestion, c'est d'écrire. En écrivant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer tout ce qu'on a dans la tête sur un bout de papier. Alors, évidemment, si c'est possible, le faire de manière manuscrite, parce qu'il y a des phénomènes qui vont relier justement le côté manuscrit et automatique, j'allais dire, du mouvement, la matérialisation dans le physique, avec cette libération. Maintenant, si on n'a pas de stylo et de papier sous la main, un bon Word, ça sera aussi efficace. L'idée, c'est que toutes nos idées, tout ce qu'on est en train de penser, tous les projets, tous les processus qu'on veut améliorer, toute cette liste des nouveaux clients qu'on veut contacter, on va l'extérioriser et on va la sortir de notre cerveau. On va la déposer sur une mémoire externe. En faisant ça, on vide littéralement notre mémoire interne et on libère notre vision. Tous ces environnements informationnels dont je vous parlais tout à l'heure, justement, qui ont été créés dans le cerveau et qui sont maintenus par le cerveau et qui consomment toute cette énergie, on la dépose sur notre bout de papier pour libérer notre cerveau et notre mémoire. La seconde suggestion, c'est de sortir. Alors, on sort pourquoi? On sort pour aller faire du sport, pour bouger son corps. On sort pour aller discuter avec des gens. On va parler d'autres sujets. On va essayer de casser cet effet tunnel et donc sortir de cet effet tunnel. On ne s'enferme pas dans les mêmes sujets. On va rencontrer d'autres personnes et d'autres horizons. Au début, c'est très compliqué à faire parce qu'on a l'impression de perdre son temps. Mais en se forçant un peu et en sortant de notre zone de confort, assez rapidement, on se rend compte qu'on est beaucoup plus efficace sur justement les projets et les tâches qu'on avait à faire. La troisième suggestion, c'est un sujet qu'on aime beaucoup chez Melsion, c'est d'appliquer la théorie des contraintes, Goldratt, et donc libérer le goulet. La première chose, c'est d'essayer en tout cas de toujours se souvenir et de reconnaître qu'on est son propre goulet, on est le goulet de notre entreprise ou de notre organisation. Et donc, on doit se concentrer que sur les projets, les idées, les processus, les clients qui apportent le plus de valeur. Pour cela, il faut accepter d'élaguer. Il faut accepter de laisser tomber des idées. Il faut accepter de laisser tomber des projets, ou en tout cas, de les prioriser en priorité vraiment très, très basse. Effectivement qu'il y a des idées et qu'il y a des projets qui vont nourrir une forme de satisfaction chez nous, une forme de curiosité, mais qui n'apportent pas forcément, ou en tout cas que très peu de valeur, et surtout, qui vont gaspiller le goulet. Encore une fois, en appliquant Goldratt, on se concentre sur le goulet et sur le throughput, sur ce débit de valeur, en essayant de le maximiser. Et en ayant tout le temps plein de projets en tête, en réalité, on stagne et on bloque le goulet. On évite de l'utiliser convenablement. Alors qu'en fait, il faudrait le libérer. La dernière suggestion, c'est de mesurer. On sait bien que tout ce que l'on mesure, a priori, progresse, ou en tout cas nous renvoie des informations sur notre progression.
Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des indicateurs pour mesurer nos progrès et faire en sorte, et c'est cette partie qui est très importante, de présenter ces indicateurs à quelqu'un qui, autour de nous, les comprend et qui surtout ne jugera pas. Qu'est-ce que j'entends par là? Présenter nos indicateurs et discuter de ça avec un conseiller de confiance, un binôme, un ami, un autre entrepreneur. Bref, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui n'est pas dans le jugement et qui pourra vous aider à constater ces progrès, à extérioriser justement ce regard sur vos avancements et à vous aider à trouver des réponses. Pour conclure, je dirais que il s'agit de rester attentif et de ne pas se laisser enfermer par l'illusion du multitasking, qui ensuite va nous conduire inévitablement vers justement cet effet tunnel qui va venir renforcer cette boucle. Et d'un point de vue plus général, c'est surtout, n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui comprennent et expérimentent les mêmes réalités que vous. Parce qu'en échangeant sur ces réalités, on va pouvoir apercevoir des réponses, ou en tout cas, on va pouvoir sortir justement de cet effet tunnel. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir qu'on peut échanger à ce sujet. Alors moi, j'ai une première question pour toi, Mika. Euh, Est-ce que c'est possible de reconnaître chez l'autre qu'il est dans un effet tunnel ou dans un multitasking ou un mélange des deux, quand soi-même, on est dans cet état-là? Autrement dit, quand deux entrepreneurs se rencontrent, est-ce qu'ils peuvent reconnaître chez l'autre plus facilement que chez eux la situation dans laquelle ils se trouvent? La question est magique, Patrick, parce que la magie de l'échange, c'est exactement ça. C'est ce qu'on dit, vous savez, il y a des anecdotes qui sont rentrées dans le langage courant, hein. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est, à mon sens, ce qu'on essaie de retranscrire avec ces dictons. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le percevoir chez nous parce qu'on est complètement dedans. Mais par contre, c'est tellement facile de le voir chez l'autre. Et c'est ce paradoxe qui fait que, je pense, il y a des phénomènes psychologiques qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas tous encore, hein, mais qui fait que quand on le voit chez les autres, c'est évident, mais quand on doit l'appliquer sur nous, ben, on est complètement noyé. Donc le conseil que tu donnes finalement d'échanger avec les gens qui peuvent comprendre un petit peu dans quelle situation on se trouve, c'est déjà la première étape, la prise de conscience, c'est ça? Exact. Et la deuxième action que tu recommandes, finalement, c'est d'élaguer pour ne garder que l'essentiel. Et c'est la plus dure, hein. Au moins aussi dure que la première, hein. Euh, en tant qu'être humain, on aime bien conserver les choses, conserver nos idées, conserver même des objets à la maison. Je ne sais pas si vous avez tout ça, mais un coin dans lequel on garde des trucs parce que peut-être qu'un jour ça va être utile. Un jour, je vais en avoir besoin. Le fameux tiroir à bordel qui est devenu célèbre chez Melchion dans un séminaire qui a eu lieu il y a 2 ans de mémoire. Exactement.